L'être humain est capable du pire. Voler, mentir, trahir et faire la guerre sans pitié. Mais il est aussi capable du meilleur. Aimer, soigner, faire la paix avec ses ennemis et écrire ce genre de chansons. Lean on me when you're not strong. Wie kann es sein, dass der Mensch diese Gutheit, und zwar tätig und durch seinen eigenen Willen, zerstört? Quel côté domine en nous? Le bon ou le mauvais? Humans are the kindest species on the planet, but if they feel their social identity or their group is threatened, they are like a mama bear, they switch. Se cache-t-il en chacun de nous une bête sauvage qu'il faut dompter? Er hat auf jeden Fall die Option, gut zu sein. Admettons qu'on découvre qu'il y a plus de bon en nous qu'on ne le pensait. Est-ce que ça nous pousserait à changer? L'humanité est-elle foncièrement bonne? Cette question nous taraude depuis longtemps, très longtemps même. Platon comparait le bien à un soleil qui illumine de sa clarté notre existence et chacun de nos gestes. Plus tard, Aristote, puis Thomas d'Aquin et enfin Emmanuel Kant se sont penchés à leur tour sur ce point central de la philosophie. Kant pensait que le bien ou la morale trouvait sa source dans la raison, d'où notre choix d'obéir à des lois. Devons-nous systématiquement raisonner pour agir avec bonté? Imaginons qu'une personne trébuche devant nous. On va l'aider à se relever. C'est une réaction spontanée, presque instinctive, comme si on se tenait sous le soleil de Platon. Das Bild zeigt, wie die Idee des Guten mich in meinem ganzen Sein, in meinem Handeln, Empfinden, Denken beansprucht. Es durchdringt mich, durchfließt mich, als wie das Licht, das von der Sonne herunterstrahlt, mich durchdringt. Dort aber, wo diese Forderung wirksam wird, wo sie konkret wird, wo sie mich packt, ist die Begegnung mit dem anderen Menschen. Nos bonnes actions sont guidées par les vertus, définies dès l'Antiquité par les Grecs, puis reprises et complétées par le christianisme. Elles ont toujours cours aujourd'hui. C'est notamment la justice, la charité, l'espérance et la tempérance. La bonté transparaît dans nos actions et nos pensées, en particulier lorsqu'elle s'adresse à une autre personne, notamment lors de nos rencontres. Mais si l'être humain aspire à être bon, pourquoi ne l'est-il pas toujours? Pourquoi le mal s'immisce-t-il sans cesse dans nos actions? Une réponse nous est apportée par le film Sa Majesté des Mouches, d'après le roman de William Golding. Un groupe de jeunes garçons est naufragé sur une île déserte. Très vite, la trahison et la violence déferlent parmi eux. Jack! The rules, you're breaking the rules. Who cares? Because the rules are the only thing we got. Le conflit s'envenime entre les garçons jusqu'à mettre l'île à feu et à sang. Les enfants sont finalement secourus par des soldats de la marine britannique. La morale? Le mal se fraye un chemin quand l'ordre assuré par la civilisation disparaît. C'est alors la régression vers ce que le philosophe britannique Thomas Hobbes a décrit au XVIIe siècle comme l'état de nature. Il soutient que l'être humain est mu par la méfiance, la concurrence et la vanité, une tendance originelle qui conduit à la guerre de tous contre tous. Puisqu'il nous est impossible de sortir seuls de cet état naturel, il nous faut un souverain absolu qui garantira la paix publique, le Léviathan. Faute de quoi, la vie est solitaire, misérable, dégoûtante, bestiale et brève. Schließt ihr nicht eure Türen ab? Fragt er. Warum schließt ihr eure Türen ab? Nun, weil ihr damit rechnet, obwohl die Polizei da ist, dass der Nächste in euer Haus gehen wird, um euch zu bestehlen. Das heißt, ihr seid vollkommen bestimmt durch Wettstreit und Misstrauen. Ihr findet das in euch selber. Ist das, was beschreibt er damit, den Menschen oder beschreibt er eine bestimmte gesellschaftliche Lage? Quelle est l'influence de ce qui nous entoure sur la moralité de notre comportement? Exemple avec une étude de psychologie sociale menée en 1971.
Philippe Zimbardo, un psychologue américain, a sélectionné des étudiants pour reconstituer une situation carcérale. Une moitié s'est vue assigner au hasard le rôle de gardien, l'autre moitié celui de prisonnier. Il s'agissait d'étudier l'évolution de la situation, sans influence ni intervention externe. Dès le premier jour, les gardiens ont fait démonstration de leur pouvoir en imposant des comptages de prisonniers à toute heure et en obligeant les détenus à faire des pompes. Le deuxième jour, il y a eu une émeute parmi les détenus. Les gardiens ont versé dans la violence et des prisonniers ont été sévèrement traumatisés. L'expérience a été interrompue au bout de 6 jours. Et donc Zimbardo a raconté par la suite que c'était la force de la situation, que c'était le fait de mettre des uniformes, d'être dans ce contexte de la prison qui a poussé les gardiens et les prisonniers à agir ainsi, et que lui-même, qui jouait le rôle du directeur de la prison, n'est pas intervenu. Et donc, par la suite, cette expérience est devenue mondialement célèbre comme un cas très puissant en fait, de la force des situations. L'expérience de Stanford a marqué l'histoire de la psychologie. Après les horreurs du nazisme, elle visait à essayer de comprendre comment l'être humain pouvait être capable d'un tel comportement. Le résultat semblait prouver qu'un environnement violent pouvait faire ressortir le pire en nous, un phénomène que Zimbardo a nommé l'effet Lucifer. Des gardiens de prison sadiques, de jeunes naufragés sans foi ni loi, les griffes du mal se referment-elles forcément sur nous dans certaines circonstances ? L'historien Rutger Bregman le conteste. Après avoir étudié plusieurs exemples célèbres pouvant expliquer le côté sombre de l'être humain, il est arrivé à une conclusion troublante. Si dès le début, on part du principe que l'humain est foncièrement méchant, les faits finissent par donner raison. Bregman relate aussi une histoire vraie, qui débute comme le roman Sa Majesté des Mouches, mais à la suite très différente. En juin 1965, 6 adolescents quittent les îles Tonga sur un bateau de pêche. Ils sont pris dans une tempête et après 8 jours à dériver dans le Pacifique, ils échouent sur la petite île déserte d'Ata. Les naufragés chassent, construisent une hutte, chantent tous les jours et jouent ensemble. Lorsque l'un d'eux se brise la jambe, ils le nomment roi et prennent soin de lui. Et en cas de dispute, ils s'isolent dans différentes parties de l'île. Après 15 mois d'une vie paisible, ils sont secourus. Une belle histoire dont pourtant personne ne parle jamais. Les circonstances exceptionnelles ont fait ressortir le bon côté des jeunes naufragés. Seraient-ils devenus cruels s'ils avaient participé à l'expérience de Stanford ? La force de la situation les aurait-elle changés ? Pour l'historien Thibault Le Texier, il est permis d'en douter. En 2015, il est parti fouiller dans les archives de Stanford, où il a fait une découverte. Alors au départ, j'ai eu du mal à croire ce que je trouvais, puisque je croyais, comme tout le monde, que l'expérience était scientifiquement fondée, qu'elle était vraie. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à trouver des éléments qui contredisaient la version officielle. David Jaffe, un étudiant et collaborateur de Zimbardo, aurait joué un rôle crucial dans le déroulement de l'expérience. Il avait été désigné comme gardien. Des enregistrements audio montrent que Jaffe a fait pression sur les autres gardiens. We noticed this morning that you weren't really, lending a hand. I was wondering if there was anything wrong. But really, we want to get you active and involved, because the guards have to know that every guard is going to be what we call a tough guard. Ce n'étaient donc pas les circonstances, mais les consignes données qui ont provoqué ces dérives parmi les gardiens désignés. Donc typiquement, ce qui s'est passé, il y a eu une journée de formation des gardiens, la veille du début de l'expérience, où on leur expliquait ce que les scientifiques voulaient produire. Donc ce ne sont pas les gardiens qui ont inventé, qui ont eu cette idée de réveiller les prisonniers en pleine nuit. C'était une instruction qu'on leur donnait et où on leur donnait aussi le règlement de la prison. L'expérience de Stanford a fortement marqué notre vision de l'être humain, et pas dans le bon sens. Et malgré ces révélations, elle fait encore partie des études emblématiques citées dans les cursus de psychologie. Si la plus connue des expériences censées prouver la noirceur de l'âme humaine a en effet été biaisée et manipulée, alors que de véritables naufragés ont pu cohabiter pacifiquement pendant plus d'1 an,
Se pourrait-il qu'on aime simplement se raconter des histoires de méchants? Oui, c'était une très bonne histoire. C'était une excellente histoire. C'est pour ça aussi que l'expérience de Stanford a eu cette postérité. Rutger Bregman estime que ces histoires, qui font froid dans le dos, sont colportées depuis des millénaires afin de légitimer des systèmes de domination. Alors l'être humain, ange ou démon? En quête de notre véritable nature, l'historien a poussé ses recherches jusqu'à l'âge de pierre. Quand avons-nous réellement commencé à nous fracasser mutuellement le crâne? Dès le Paléolithique, il y a 2,5 millions d'années? Ou seulement au Néolithique, 10 000 ans avant notre ère? Wenn wir uns die Existenz des Menschen auf unserem Planeten als volle Stunde vorstellen würden, dann wäre 58 Minuten davon Wildbeuter gewesen. Und erst in den letzten 2 Minuten wäre er sesshaft geworden. Und das, was wir als Ereignisgeschichte aus dem Geschichtsunterricht kennen, das einsetzt, wenn wir die ersten schriftlichen Zeugnisse haben, so im 4. Jahrtausend vor Christus, bis heute, das wären die letzten 1,5 Minuten gewesen. Rembobinons de quelques milliers d'années. Les voilà, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui n'avaient rien d'autre en tête que la chasse et la bagarre. Des hommes préhistoriques frustes et barbares. C'est du moins ainsi qu'on les imagine. Wenn wir von Wildbeutergruppen sprechen, sprechen wir von relativ kleinen Gruppen, vielleicht 20, 25 Mitgliedern, wobei die Gruppengröße auch schwanken kann. Wildbeutergesellschaften leben in der Regel nicht sesshaft, sondern sind residenziell mobil. Das heißt, die ziehen um. Et quand deux groupes de chasseurs-cueilleurs se rencontrent? Tendenziell würden wir annehmen, dass Wildbeuter im Konfliktfall eher ausweichen. Das heißt, ein Individuum geht dann weg aus der Gruppe oder eine ganze Gruppe geht woanders hin. Donc à l'époque, l'espèce humaine n'avait rien de violent, mais était plutôt pacifique. Un vrai paradis. C'est d'ailleurs ainsi que le philosophe Jean-Jacques Rousseau concevait l'état originel de l'être humain. Avant que la civilisation ne le rattrape. Rousseau voit en elle la racine du mal. Il considère que la propriété et les limites qu'elle suppose pervertit notre nature profonde. Die erste Form der Sozialität ist zugleich die erste Form des Lasters bei Rousseau. Mit der Zunahme der Sozialität steigt das Laster. Jeder Schritt der Zivilisation ist ein Schritt ins Unglück. Und je intensiver die wurde, je durchgreifender sie wurde, umso hässlicher, umso lasterhafter wurde das menschliche Leben. La Bible raconte comment Adam et Ève ont été chassés du paradis et ont dû se mettre à travailler la terre, et donc devenir sédentaires. La vie devient difficile et la violence apparaît. Pourquoi l'espèce humaine a-t-elle renoncé au paradis nomade? Tout commence à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 15 000 ans. Le climat se réchauffe et les premiers humains s'établissent dans le fameux croissant fertile, la Mésopotamie. En Europe, les communautés agricoles apparaissent plus tard, 5000 ans avant notre ère. Les premières céréales cultivées étaient l'amidonnier et l'engrain, sur des surfaces agricoles constituées de sols très fertiles. Wir können uns das so vorstellen, dass die ersten Bauern in den dichten mitteleuropäischen Laubwald kamen und da erstmal angefangen haben, Lichtungen reinzuschlagen und in den Lichtungen ihre Häuser errichtet haben. Und die Siedlungen sind dann im Laufe der Zeit angewachsen. Das heißt, es kamen mehr Häuser dazu. Das heißt, es mussten weitere Bäume weichen. Dann auch für die Feldflächen, auf denen Getreide und Hülsenfrüchte angebaut worden sind. Und natürlich brauchten auch die Haustiere Platz, sodass am Ende die Situation die war, dass mehr Menschen auf engem Raum zusammengelebt haben und natürlich auch territorial gebunden waren durch ihren Besitz und durch die Feldflächen. Und damit stieg natürlich auch das Konfliktpotenzial. Il y a environ 10 000 ans, les premiers affrontements et guerres surviennent. Et depuis 6500 ans, on en retrouve des signes incontestables, comme des forteresses, des morts violentes et des fosses communes. Hobbes avait-il tort en théorisant un état de nature violent, tandis que Rousseau avait raison? Car tout laisse penser que la guerre est apparue avec la sédentarité, la constitution de réserves alimentaires, la construction d'habitations et une densité de population plus élevée.
L'être humain a été nomade pendant la majeure partie de son existence. Rien qu'en Europe, il n'a pas connu de vie sédentaire pendant plus de 40 000 ans. Si les guerres sont apparues ensuite, c'est donc que l'humain est resté pacifique et bon pendant de longs millénaires. Une idée mise à mal par la théorie de l'évolution formulée par Charles Darwin, qui suggère que ce sont plutôt les plus forts et les dominants qui s'imposent et font leurs lois. Néanmoins, des découvertes plus récentes viennent nuancer cette approche. Le généticien russe Dmitri Beliaïev et sa collaboratrice Lyudmila Trut ont lancé dans les années 1950 la plus grande expérience génétique du XXe siècle. Ils ont élevé plusieurs générations de renards argentés, au départ sauvages et agressifs, en ne sélectionnant que les individus qui réagissaient le plus positivement aux humains. After about 20 generations of selecting foxes that were friendly towards people, which they defined as approaching and being interested in interacting with people, you saw all sorts of changes in the foxes' behavior and in their bodies. The experimental foxes that were becoming friendlier, they also started to have a higher frequency of curly tails, of floppy ears, their teeth got smaller, their muzzles became shorter, and all based on selecting for friendliness. En quelques générations seulement, le museau des renards a changé et leur face s'est arrondie. Par ailleurs, leur taux de sérotonine a augmenté. En résumé, les renards sauvages ont évolué en renards domestiques et affectueux. Mais une domestication de ce type peut aussi se dérouler d'elle-même, sans intervention humaine, au sein d'une même espèce. Comme avec les bonobos, capables dans une certaine mesure de s'auto-domestiquer. So we have two closest living relatives, chimpanzees and bonobos. Bonobos live south of the Congo River and chimpanzees live north of the Congo River. They're equally closely related to us. It's like having two first cousins. One's a girl, one's a boy. They're both our first cousins, but they're different from each other. Alors que les chimpanzés vivent en groupe dirigés par des mâles qui peuvent se comporter de façon très agressive, chez les bonobos, ce sont les femelles qui dominent. La violence est proscrite, la gentillesse et la coopération sont récompensées. Ils ont pourtant le même ancêtre. Les bonobos devenus plus pacifiques se seraient domestiqués eux-mêmes, tels des chimpanzés apprivoisés. What we think happened in our species is we, like bonobos, began to self-domesticate ourselves. And we did that because there was a huge advantage if we could get over our fear of strangers and replace it with an attraction to strangers. I can see their innovations, I can build on their innovations, I can share my innovations with them. Our culture became supercharged, it exploded, and that explains the asymptote of why we have this exponential growth and our species became so successful. Depuis la nuit des temps, ce rapport à l'autre a façonné notre caractère sociable, mais aussi notre apparence physique. Nous communiquons via nos mimiques. Notre iris est coloré mais entouré de blanc afin qu'on perçoive de loin où notre regard se porte. Notre visage se déforme sous l'effet du rire ou de la colère et la honte nous fait rougir. La plupart des enfants apprennent très tôt à se mettre à la place de l'autre. Au cours des 5 premières années de vie, un enfant développe son empathie. Il se comprend en tant qu'individu et sujet distinct de ses semblables, dont il perçoit les émotions, les intentions et les comportements comme différents des siens. Il apprend aussi à faire la différence entre les êtres vivants pourvus d'une sensibilité qu'ils partagent et les objets sans intériorité. Oh. Des études ont montré que dès l'âge de 18 mois, les bébés vont spontanément venir en aide à quelqu'un. Interessant ist, dass man festgestellt hat, dass diese ursprüngliche Gutheit zerstört wird, wenn man die Kinder dafür belohnt, dass sie helfen. Est-ce à ce moment que le mal fait son entrée? Lorsque l'altruisme inné fait place à un comportement calculé où l'on fait preuve de générosité seulement si on a à y gagner? Wie kann es sein, dass der Mensch diese Gutheit, und zwar tätig und durch seinen eigenen Willen, zerstört? Soweit ich die Dinge verstehe, gibt es darauf keine Antwort. Entre bien et mal, la ligne est ténue.
en philosophie, mais aussi en biologie. Le comportement ambivalent de l'être humain est peut-être lié à une hormone parfois appelée hormone de l'attachement, l'ocytocine. Elle déclenche l'accouchement en provoquant des contractions utérines, puis intervient dans la lactation. Le contact visuel qui se fait alors entre le parent et son enfant entretient une boucle d'ocytocine qui nous rend affectueux et nous donne le sentiment d'être aimé. I want you to imagine a mother bear playing with their offspring. There's nothing more nurturing or friendly you can imagine. Mais l'ocytocine a un côté obscur. Si elle renforce le sentiment d'appartenance à une communauté, elle accentue aussi le rejet des groupes externes. That same mother bear, if her offspring are threatened, she becomes one of the scariest forces in nature. And she can do horrible harm to things much larger and fiercer than her because you don't want to threaten a mama bear. But imagine instead of it being your offspring, it's your social identity. So when humans are interacting with someone that shares a social identity, they are the kindest species on the planet. But if they feel their social identity or their group is threatened, they are like a mama bear. They switch. Ce qui nous rend capables d'amour et d'affection nous pousse aussi vers la haine et la violence. Pour peu qu'on sente notre identité en danger, on peut rapidement tirer un trait sur notre empathie et notre humanité. Comment éviter de stigmatiser l'autre et de lui témoigner de l'hostilité, voire de l'agressivité? Autrement dit, à quoi ressemblerait une société qui incite à l'altruisme? There is really nice evidence, both historical and scientific, that people can do this. Our species is built for this. We can very much turn off our tendency to not see others like us and begin to humanize them. And really the easiest and the first thing to do is go have a drink with somebody that you feel like is from another group and don't talk about politics. Don't talk about the thing that makes you different. Find the thing that makes you the same. Reprenons. Le bon en nous se manifeste surtout lors de nos échanges avec autrui, qui dépendent aussi de nos attentes envers cet interlocuteur. Une expérience de sociologie menée dans une école américaine en 1965 en est l'illustration. Le psychologue Robert Rosenthal a désigné de façon aléatoire quels élèves étaient censés avoir un QI élevé et lesquels étaient moins doués intellectuellement. Il a partagé ce faux résultat avec les professeurs, leur assurant qu'il était issu de tests poussés. Résultat, par la suite, les élèves ont présenté des performances correspondant à celles annoncées par Rosenthal, rien qu'à cause du regard et de l'attitude des professeurs envers les élèves. Ainsi, une vision positive de l'être humain peut avoir pour effet un bon comportement, et une vision négative, un mauvais comportement. L'historien Rutger Bregman affirme qu'au-delà de cette indispensable foi en l'humanité, les recherches scientifiques récentes prouvent aussi que l'humain n'est pas foncièrement mauvais, mais bon. Sa conclusion ? Suivez votre nature et soyez en confiance. N'ayez pas honte de votre générosité et de bien agir en toute transparence. Il est temps d'avoir une nouvelle vision de l'humain. Il est temps de faire preuve d'un nouveau réalisme. Est-il réaliste de dire que l'humain est bon ? Nos bonnes actions tirent-elles justement leur force de notre libre arbitre? Notre liberté de choisir entre le bien ou le mal? Nous avons toujours la possibilité de faire preuve de bonté, même pendant les heures sombres. Car l'aube finit toujours par revenir.